Mais quand vous regardez un président comme Bassirou Diomaye Faye, qui crache et qui coupe la main qui lui a donné à manger, et maintenant il se présente comme État. Et c'est tellement malhonnête et répugnant qu'il s'attend. Mais si les garçons, et puis ils parlent, là, il n'a qu'à faire ce que Ousmane Sonko est en train de faire aujourd'hui au Sénégal, à Dakar. Si les garçons, il n'a qu'à faire ça. Alors, vous voyez, il a tellement peur d'Ousmane Sonko, ce lâche de président, ce vaurien de président, cet ingrat de président. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne constitue même plus l'Assemblée nationale. C'est le Conseil constitutionnel qui est devenu sa chose à lui. Je ne sais pas si les Sénégalais commencent à comprendre un peu dans le jeu perfide de ce président lâche, malhonnête, Bassirou Diomaye Faye. Il sait, s'il dissout l'Assemblée nationale, ce sont des prérogatives constitutionnelles, ce sera grave pour lui. Même ces quelques 30 députés là, c'est pas évident que sur les 30, ils aient encore 5 députés. Donc les gens même vont lui dire, il ne faut pas faire ça. Alors, chaque fois qu'il veut contourner l'Assemblée nationale, voilà la ruse du petit président malhonnête. Il fait quoi? Il veut se faire passer pour celui qui respecte la Constitution. Automatiquement, il va saisir le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous savez qu'il a saisi le Conseil constitutionnel pour repousser la date des élections municipales? Puisque Ousmane Sonko a dit il n'y a pas de raison que la date des élections municipales soit reportée. Et comme il sait qu'il ne peut pas reporter et passer par l'Assemblée nationale, maintenant il va consulter le Conseil constitutionnel. Et il y a encore des petits Sénégalais, des petits ratés, des assimilés qui n'ont rien compris encore dans la langue de Molière. Le président n'est pas tenu par une date. Donc, le président, s'il veut, il peut même dans 2 ans décider d'organiser les élections municipales. Mais de la même manière, il va saisir le Conseil constitutionnel. Ousmane Sonko n'est pas pressé. Il est en train de vendre d'abord les cartes de Pastef. Il est en train d'abord de tisser la toile d'araignée dans tout le Sénégal. Et il va rentrer à Dakar. Là. Lui aussi, là, la route du Conseil constitutionnel, c'est pas barré. Lui aussi, il va lui demander au Conseil constitutionnel de déterminer la durée. Si le Conseil constitutionnel dit qu'il ne peut pas se saisir et qu'il est incompétent ou qu'il est incompétent pour demander au président de déterminer une date. Mais Ousmane Sonko, c'est aujourd'hui là, après Senghor, même Abdoulaye Wade, je le respecte, mais je peux dire Abdoulaye Wade, il est petit à côté d'Ousmane Sonko, je le dis. Malgré qu'il a 100 ans aujourd'hui, Abdoulaye Wade, politiquement, il est petit devant Ousmane Sonko, parce que ce qu'Abdoulaye Wade a fait quand il est devenu président, Ousmane Sonko ne va jamais le faire. Abdoulaye Wade a montré qu'il a avec du pouvoir. Et quand vous montrez que vous êtes avec du pouvoir, vous n'avez plus cette position il a gâté son nom, Abdoulaye Wade, parce qu'il a été humilié. Il a perdu les élections devant Macky Sall. Donc Abdoulaye Wade, il n'est pas à la hauteur. Alors aujourd'hui au Sénégal, il n'y a pas un homme né d'un homme et d'une femme. Il n'y a pas un homme politique aujourd'hui qui peut damer le pied à Ousmane Sonko. Au Sénégal, ça n'existe pas. À moins que Dieu décide autrement. Pour le moment, au Sénégal, il n'y a pas garçon, il n'y a pas femme qui peut tenir tête à Ousmane Sonko. Donc Sonko peut aller au Conseil constitutionnel pour créer une crise. Dès que le Conseil constitutionnel va dire à Ousmane Sonko, on est incompétent pour exiger du président une date pour organiser les élections. Mais Ousmane Sonko va bloquer tout à l'Assemblée nationale, c'est fini. Il va tout bloquer. Et Bassirou n'aura pas de porte de sortie. C'est-à-dire, il est tellement bête, le petit président, tellement aigri, tellement haineux, il mélange. Vous savez, quand vous n'êtes rien, vous ne valez rien, c'est vous qui êtes jaloux des autres. Et malheureusement, c'est ce qu'il est, le petit président au Sénégal. C'est ce qu'il est. Et moi, ça me fait rire, quoi. En réalité, moi, quand je regarde ça, ça me fait rire. Quand je regarde Bassirou Diomaye Faye, j'ai un peu pitié, quoi. Ça dit mieux vaut ne même pas faire la politique que de devenir comme Bassirou Diomaye Faye. Il est la risée au Sénégal, mais ça ne le gêne pas. Il porte son costume. C'est-à-dire que c'est un homme il est sans vergogne, il n'a pas honte, et il ne se gêne même pas. On me dit, ah, c'est le pouvoir qui l'a transformé. C'est faux. Le pouvoir ne l'a pas transformé. Le pouvoir montre aux hommes, au Sénégal et au monde, le pouvoir montre qui était Bassirou.
Ce côté de Bachirou était caché parce qu'il n'avait rien. Mais vous n'avez qu'à le regarder, les vieilles vidéos qui sont en train de sortir là. Excusez-moi du peu, mais quand vous regardez le visage de l'homme, vous voyez tout de suite que c'est la trahison en plein visage. Moi, je me pose la question, comment bon, tout le monde n'a pas cette chance que j'ai, c'est-à-dire, moi, je peux vous apprécier, je peux travailler avec vous, je peux vous respecter, mais il y a des responsabilités que je vais jamais vous confier parce que Dieu m'a accordé cette petite chance-là de pouvoir déceler tout de suite le mensonge quand ça vient. Je vous jure au nom de Dieu, j'étais au Sénégal, j'aurais dit à Sonko, faut pas le faire. Faut pas le faire. Parce que l'homme là, au nom de Dieu, le premier jour, j'ai vu le monsieur, j'ai dit, mais comment Ousmane Sonko n'a pas vu ça? Il n'avait pas encore commencé à trahir, hein. Et je vous parle, le premier jour, je l'ai vu. Je ne parle pas de quand il a commencé, c'est non, non, non. Le premier jour, je l'ai vu, je ne l'ai jamais aimé, je ne l'ai jamais apprécié. Je me suis posé la question. Bon, au Sénégal aussi, nos sœurs là, elles s'en fichent, hein. On dirait c'est marié, elles cherchent. Donc, quand je regarde les femmes de Bachir et puis je regarde Bachir lui-même, je me pose la question. Est-ce que ces femmes sont plus vieilles que lui ou il est plus vieille que ces femmes? Ou bien je me pose la question, quand je le regarde, quand il était encore petit secrétaire du pasteur, je dis, mais qu'est-ce que Marie, il n'y avait pas garçon pour la draguer, elle n'avait pas vu ça. Je dis, mais comment c'est long comme ça, elle a pu épuiser? Mais la vérité sort aujourd'hui. Alors, on va reprendre, on va continuer rapidement. Alors, je vais vous amener quelque part. Je vais vous amener à Singapour. Pourquoi Singapour? Singapour a eu son indépendance en 1965. Singapour est devenu indépendant en 1965. En fait, Singapour n'a pas eu son indépendance. On l'a obligé à être indépendant en 1965. Mais que représente aujourd'hui Singapour? Singapour n'a ni pétrole, ni gaz, ni or, ni lithium. Aucune ressource naturelle n'est enfouie dans son sous-sol. C'est un sol, c'est ça dans le sol, non? Ou bien, c'est pas ça? Ok. Le sol singapourien est ménopausé. Bien avant 1965, il n'y avait rien qui pouvait sortir du sous-sol. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, rien ne sort du sous-sol singapourien. Ils ont un sous-sol pauvre. Pas de pétrole, pas de gaz, pas d'uranium, pas de lithium, rien. Mais aujourd'hui, Singapour est, je crois, occupe la 4e ou la 3e place. Les Singapour fait partie des 5 pays, on va arrondir à 5, les 5 pays les plus riches du monde. Singapour fait partie des 5 pays les plus riches du monde. Mais comment un pays qu'on a forcé à prendre son indépendance, on l'a chassé. Singapour était relié à la Malaisie, ils ont chassé, on dit on ne veut plus de vous, allez-y vous débrouiller. C'était des bidonvilles, des taudis, le crime organisé. Mais comment Singapour est parti de zéro pour être parmi les 5 pays les plus riches du monde? Question, comment? Ça m'a fasciné. Hier, quand je suis tombé dessus, j'ai dit, wow, mais attends, je vais écouter. Alors, vous allez voir que je ne dis pas que nous, au sein de l'AES, on doit être comme Singapour. C'est pas ce que je dis. Je dis, on peut s'inspirer de l'exemple singapourien pour devenir ce que nous voulons être. Donc, de 1965 à 1986, vous-même vous calculez, ça fait combien? Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? 65. Nous, on a eu l'indépendance en 1960. C'est pas ça?
Donc, ça nous fait 66 ans. Demain, la Côte d'Ivoire fête ses 66 ans. Singapour, c'est 60 ans. Mais comment la Côte d'Ivoire, avec le café, le cacao, le gaz, le pétrole, l'or, la Côte d'Ivoire va même demander crédit, pardon, à Singapour. Ce sont des exemples que souvent nous sommes obligés de mettre en avant pour attirer l'attention de nos peuples, de nos frères et sœurs. On ne veut pas ressembler à quelqu'un, mais on veut que l'exemple de quelqu'un nous inspire. 61 ans, d'accord. On va écouter maintenant. Et c'est étonnant parce que Singapour aujourd'hui, c'est une En réalité. 1965, 70% des Singapouriens vivent dans la misère. 60 ans plus tard, le patrimoine moyen d'un habitant de la cité-État culmine à 330 000 euros. Alors comment un ancien bidonville a-t-il orchestré l'ascension économique la plus fulgurante de l'histoire? Attendez, je vais vous montrer parce que si vous ne voyez pas les images, En 1965, 70% des Singapouriens vivent dans la misère. 60 ans plus tard, le patrimoine moyen d'un habitant de la cité-État culmine à 330 000 euros. Alors comment un ancien bidonville a-t-il orchestré l'ascension économique la plus fulgurante de l'histoire? On écoute maintenant. Laissez-moi vous conter l'histoire du pays qui s'est vengé en devenant riche. Alors, ici, le pays devait prendre sa revanche. Contre qui? Contre la Malaisie. Mais c'est pas déclarer la guerre. L'orgueil, le patriotisme, la détermination et l'engagement. C'est ce que nous essayons. Et les gens savent très bien. L'Union européenne sait très bien, la France sait très bien, tous ces idiots d'Européens, ils savent que nous avons la capacité et la possibilité de surpasser Dubaï, Singapour et bien d'autres pays. Mais pour éviter qu'on en arrive là, on crée dans le dos de nos États un terrorisme qu'ils exploitent sur leur plateau de télé pour nous indexer. Je voudrais qu'on comprenne bien ce que je dis ici. Le Burkina, le Mali, le Niger, on peut dépasser Singapour en un temps record. Il a fallu 60 ans à Singapour. Nous, on peut se donner 30 ans au maximum, 35 ans, 40 ans, pour atteindre ça. Mais ils savent qu'on peut le faire. On a les ressources, on a la détermination, on a l'engagement. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut nous empêcher à travers quoi? À travers des actes barbares, à travers le terrorisme. C'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure en début d'émission. Quand vous avez vos propres frères, quand vous regardez la France, est-ce que la France, l'État français, le gouvernement français respecte les droits de l'homme? Est-ce que cette histoire des gilets jaunes, ça ne vous dit rien? Laissons ça tomber. Je vous ai dit la dernière fois que nous nous sommes vus, je vous avais dit quoi? Je vous ai dit, le budget français ne peut être fait, ne peut être constitué en dehors du franc CFA. Quand on dit la monnaie, elle est stable, taux de parité fixe, comment on appelle ça? À travers la France, on est directement connecté à l'euro. Mais les gens pensent que c'est pour notre bien, c'est faux. Si vous pensez que c'est pour notre bien, là, jusqu'à présent, vous n'avez pas compris grand chose. C'est absolument faux. Ce n'est pas pour notre bien, c'est faux. C'est absolument faux. C'est parce que le budget français ne peut être fait en dehors du franc CFA. Et je mets n'importe quel économiste au défi, n'importe quel président de cette soi-disant monnaie CFA ou bien quoi là, qu'on me prouve que ce que je dis. Le trésor français, quand la France fait son budget, le budget de fonctionnement de l'État français, la part du franc CFA est dedans. La contribution du franc CFA est dedans. Et même quand on dit on donne le crédit, attention, faites beaucoup attention à ces histoires de crédit, c'est nous-mêmes notre propre argent on prend et puis on fait crédit. C'est pas l'argent de la France. Quand il parle d'aide budgétaire, aide au développement, vous pensez que l'argent là vient d'où? C'est le surplus qu'on gagne là. On prend, on met quelque part
Et puis on dit aide au développement, aide budgétaire, aide par-ci, aide par-là, on finance les ONG, après les mêmes ONG, là, on les utilise pour déstabiliser nos États. C'est plus profond que vous ne pouvez l'imaginer. Le franc CFA, tous les pays européens sont unanimes. La France vole les Africains. Voilà pourquoi à un moment donné, et l'Espagne et l'Italie ont dit à la France, arrête de voler les pays africains pour que le flux, cette marée d'immigrants là qui viennent chez nous là, il faut que ça s'arrête. Mais pourquoi l'Italie est fâchée? Pourquoi l'Espagne est fâchée? Parce qu'ils se disent, c'est parce que chez nous, il n'y a pas un programme. Il n'y a pas de programme de développement. Il y a des programmes d'endettement. Il y a des programmes d'endettement. Écoutez bien, il n'y a pas de programme de développement. Je parle à l'exception des 3 pays de l'AES. Quand vous regardez Alassane Ouattara, après 17 ans de pouvoir, il dit qu'il a besoin de 130, 140 000 milliards pour un programme de développement 2026, je crois, 2027 ou 2000 combien. Mais vous voulez ressembler au Burkina. Le Burkina n'est pas allé prendre crédit dans une banque. Si vous regardez, lorsque le Burkina lève des fonds, vous allez vous rendre compte que 80, 75, 80, 85%, c'est la diaspora burkinabé ou les burkinabés internes. Donc, ce que même le Burkina prend à l'extérieur ne vaut même pas 10-15%. La plupart, ce sont des Burkinabés eux-mêmes. Donc, vous ne pouvez pas vous comparer au Burkina en disant que vous allez faire ça. Mais ça fait combien d'années que tu es au pouvoir? Alors, après 17 ans de pouvoir, leur programme, le plan de développement là n'a pas encore commencé. Après 17 ans de pouvoir, le programme de développement n'a pas encore commencé. C'est maintenant on dit ils vont commencer avec, parce que le Burkina a eu l'audace de dire qu'on a besoin de 150 000 milliards pour financer notre développement. Le vieux, ce qui me tue, et puis quand on dit qu'il a PhD là, mais moi ça m'étonne. Comment quelqu'un qui a PhD, il fait plagiat de gouvernance. Il va plagier sur Burkina. Et ils sont en train de plagier sur nous. Hein. Et alors, vous n'avez pas compris, d'accord. Maintenant, en Côte d'Ivoire, pour être fonctionnaire, tu vas aller dans l'armée. Avant, ça se faisait. Autant de fouet. Et puis après, je crois qu'ils ont arrêté. Mais aujourd'hui, là, parce que c'est eux sur leur plateau, Tortue Ninja, Marius, avec le grincheux Élysée, c'est eux qui sur leur plateau, ils attaquaient le Burkina en disant, maintenant on dit en Côte d'Ivoire, même si tu as ton diplôme, tu as fini, tu ne vas pas travailler tant que tu passes pas dans l'armée d'abord. Tu as fait formation, immersion patriotique en Côte d'Ivoire. Il dit, eh, alors, Ibrahim, bravo à Ibrahim. En Côte d'Ivoire, on parle d'immersion patriotique. C'est chez nous ici, non? Ça n'a pas commencé ici? D'accord. Alors, donc, on crée des conflits intercommunautaires, ethniques et religieux pour empêcher nos chefs d'État à se concentrer sur les questions de développement de nos États. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'exemples à travers le monde. Nous n'avons qu'à regarder du côté du Golfe, du côté de qu'on appelle ça, de l'Indo-Pacifique. Nous n'avons qu'à regarder de ce côté-là pour voir le développement de ces pays-là. Alors, s'ils font, on peut faire la même chose. Merci à toi, Boudjakité. S'ils font la même chose, on peut faire la même chose. Donc, Singapour part de zéro. Et en 60 ans, Singapour aujourd'hui, écoutez bien. Le 9 août 1965, le Premier ministre de Singapour annonce que le Parlement malaisien a voté l'expulsion à 126 voix pour et 0 contre. La Malaisie avance que la population majoritairement chinoise de Singapour crée de graves tensions entre les différentes ethnies qui composent l'île. Après seulement 2 ans au sein de sa fédération, la Malaisie préfère se débarrasser du problème plutôt que d'avoir à le gérer. Singapour est donc forcé à prendre son indépendance, une première mondiale. Là où beaucoup de nations en rêvent, Lee Kuan Yew en pleure. Pour lui, son pays n'est pas prêt à survivre seul. Okay. Et là, je vais vous épargner l'image. Le premier ministre de l'époque, il est en train de pleurer. C'est pas vrai. Donne-moi une seconde, hein. J'ai un problème avec...
Aïe, 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 aïe.